Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je regarde les films des années 70, par exemple, je suis souvent surpris par la créativité qu'on observe dans les vieux films, même quand c'est pas du tout des films d'auteur, des copies de copies, mais il y a quand même une qualité particulière qui s'est perdue, puis que j'ai vraiment retrouvé dans le film d'aujourd'hui à pourquoi c'est bon, un film qui m'a énormément surpris. Ce film-là, c'est Bug de 1975. C'est un film de Jano Schwartz, produit par William Castle. C'est adapté d'un roman qui s'appelle The Hephaestus Plague. Comme je vous ai dit, je ne m'attendais pas à grand-chose parce que c'est un film de bébites, c'est un film d'attaque de bébites. Non seulement c'est des insectes qui attaquent l'Amérique, un sous-genre qu'on voit très 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 souvent dans le film de science-fiction des années 70, mais ici, nos bébites, nos genres de scarabées maléfiques, ils créent des incendies, ils provoquent des incendies, des explosions, ce genre de choses-là. Donc, j'étais vraiment en train de m'attendre à un truc plutôt débile, et il y a de ça, mais comme j'ai mentionné, puis je vais en parler dans un instant, c'est un film qui a vraiment des qualités étonnantes, tout en conservant vraiment le côté cinéparc, cinéma de 5 heures, si vous avez connu le côté petit gars de 10-12 ans, petite fille, peu importe, qui est très, très, très agréable, très le fun. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Avant tout, c'est l'histoire d'un... C'est ça, on est aux États-Unis dans les années 70, plutôt le sud et le sud chrétien. Là, ça commence pendant une messe, un pasteur qui fait un sermon, ce genre de choses-là. Mais bien vite, il y a un tremblement de terre, un énorme tremblement de terre. Il y a des insectes qui sortent du centre de la Terre et qui, bien vite, on s'en rend compte, nous, le spectateur, créent la dévastation et les incendies et butent des gens, etc. Les gens se promènent partout avec la tête en feu, les camions explosent. Ça va vraiment très, très, très mal. Heureusement pour nous, au moins c'est ce qu'on croit au début, heureusement pour nous, il y a un sympathique professeur d'école du genre qui joue avec les écureuils devant ses élèves ébahis. Eh bien, lui, il va bien vite mener l'enquête sur la cause de ces étranges phénomènes. Qu'est-ce qui peut bien mettre le feu à l'Amérique? Il va découvrir effectivement que ce sont ces insectes, mais éventuellement, le film commence à prendre des directions très, très, très surprenantes que je n'avais pas anticipées, sur lesquelles je reviens dans les grandes lignes dans un instant. Est-ce que l'Amérique est condamnée à périr sous la volonté héphaïstique et maléfique de ces insectes? Est-ce que ça va exploser partout? Est-ce que notre professeur va virer maléfique? Est-ce que c'est la fin de l'Amérique et du monde? Bien, comme toujours, une seule manière de le savoir, c'est d'écouter Bug de 1975. Alors, je ne vous fais plus languir. Pourquoi c'est bon? Quelles sont ces étranges surprises qu'on découvre à foison dans ce film? Une des premières qualités du film, je vais commencer par ça, c'est qu'il y a des aspects du film au niveau atmosphérique qui sont vraiment extrêmement réussis. C'est surprenant parce que quand ça commence avec la messe, c'est un peu boboche, c'est correct, là, mais tu sais, on s'attend pas à grand-chose. Mais la scène du tremblement de terre est très impressionnante. Puis au fur et à mesure que le film se déploie, il y a vraiment des passes très impressionnantes. C'est ça. Il y a une scène d'attaque en particulier, c'est celle dont on voit un extrait sur l'affiche en particulier. Là, c'est comme une fille avec un insecte dans son oreille, essentiellement. Puis la séquence, en gros, c'est qu'elle décroche le téléphone, il y a des insectes dans le téléphone. Là. C'est vraiment ce niveau-là. Fait que sur papier, la fille décroche le téléphone, les insectes sortent du téléphone, rentrent dans son oreille et mettent le feu à sa tête. C'est un peu rudimentaire comme plaisir, vous en conviendrez, mais c'est très, très, très réussi. La séquence fonctionne très bien. Il y a deux autres grosses séquences de peur qui sont un peu plus ridicules, moi j'ai trouvé, où l'équilibre, le ton marchait un peu moins. Mais cette première séquence-là, là, avec la fille au téléphone, là, j'ai trouvé ça vraiment hyper cool. Puis, ce que j'avais pas prévu, c'est toute la dernière partie du film. Éventuellement, le film prend une direction qui m'a énormément fait penser à Phase 4.
phase 4 de Saul Bass, qui est à peu près certainement un des 7 meilleurs films de science-fiction de tous les temps. C'est le 2001 Odyssée de l'espace du film de Bébites qui envahissent le monde, le stalker du film de Bébites qui envahissent le monde. Là, c'est un chef-d'œuvre transcendant. Un des aspects les plus forts de phase 4 qu'on retrouve là-dedans, c'est que Saul Bass a filmé avec des vrais insectes, des fourmis dans phase 4, et il les a filmés en macro, et ça donne un effet à cause de la qualité de la pellicule, puis à cause que, bon, ce sont des vrais insectes qu'on voit bouger, peu importe. Pour un paquet de raisons, visuellement, ça donne un effet extrêmement impressionnant. C'est très saisissant, émotivement, artistiquement. Puis c'est le choix que Jano Schwartz fait ici. Puis l'effet que ça donne, c'est ça, c'est que ça élève le niveau artistique du film. Puis à un moment donné, j'ai regardé le film, puis je me dis, ouais, ça me fait vraiment penser à phase 4. La musique aussi est super bonne. C'est une genre de musique électronique moderne, là, très années 70, mais électronique dissonant, là, électronique comme la musique de Logan's Run, si vous l'âge de cristal, si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais en mélangeant avec Pierre Boulez. C'est pas de la musique à écouter pour le plaisir, mais ici, ça fonctionne extrêmement bien. La première raison pour laquelle c'est bon, c'est juste que artistiquement, au niveau de l'artisanat, au niveau du film, là, c'est vraiment excellent. Il y a des trucs un peu ordinaires, mais règle générale, le niveau est nettement supérieur, au moins pour de grandes parties du film, à ce à quoi on serait en droit de s'attendre. Puis surtout parce que Jano Schwartz, je vais le mentionner ici avant de passer à mon point suivant, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Son nom est connu parce qu'il a fait Supergirl en particulier. Il a fait aussi Jaws 2. Puis il a fait Somewhere in Time. Ben, Somewhere in Time, c'est vraiment excellent. Jaws 2, je m'en confesse, je ne l'ai toujours pas vu, mais lequel Supergirl, ça, je l'ai vu, je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps que ça. Supergirl, c'est moins bon. Mais là, ici, je vous rassure, on est plutôt du bord en termes de qualité de Somewhere in Time. Un autre aspect qui est surprenant dans le film, c'est à quel point le côté scientifique est pris au sérieux. Donc, notre héros, c'est ça, c'est un professeur d'école secondaire, mais c'est un scientifique dans la vraie vie. Donc, c'est le genre de gars qui a une maîtrise ou un doctorat en une science appliquée quelconque, puis qui gagne sa vie en enseignant à l'école secondaire. Et le fait est que à peu près tous les films d'insectes ou de bébites de ce genre-là, ils essaient toujours de nous donner un prétexte scientifique pour expliquer comment c'est possible que la sauterelle géante, comme dans The Flying Mantis, là, qui a été décongelée dans le pôle Nord, comment est-ce que c'est physiquement et scientifiquement vraisemblable que, c'est ça, la sauterelle géante décongelée dans le pôle Nord et les créatures cerveaux de la dimension xuboïde. Oui, c'est tout à fait possible que le monstre à 8 bras, qui est un mélange de tentacules et d'iguanes, conquiert et qui a des pouvoirs télépathiques. Oui, c'est tout à fait scientifiquement vraisemblable, mais en général, il passe un peu plus là-dessus. C'est rarement le cœur de l'intrigue. Ça arrive des fois, mais c'est très, très rare. Puis ici, c'est le cas. Puis je dois vous dire qu'après 30-40 minutes, à un moment donné, j'ai fini par croire les explications. Ça paraît vraisemblable, OK, que ce genre de coquerelle ou peu importe est capable de créer des incendies parce qu'ils vivent sous terre puis ils mangent de la cendre, essentiellement. C'est ce qu'on finit par découvrir. Donc, ils brûlent les trucs, ce qu'ils trouvent sous terre avec leurs produits chimiques que la nature leur a donné, l'évolution, n'est-ce pas? Et ils mangent les cendres et c'est ce qui explique pourquoi génétiquement ici et ça. Le film prend vraiment un bon 20-30 minutes pour mettre ça en place. C'est traité avec beaucoup de sérieux, puis j'ai aimé ça. C'est d'autant plus efficace pour la troisième raison que je vais vous dire maintenant, pour laquelle le film est bon. Ça rend le gros revirement que je vais vous conter dans les grandes lignes. Je ne vais pas tout vous dire, mais les grandes lignes. Ben, ça rend le revirement d'autant plus efficace parce que plus le film avance, plus le personnage principal, notre gentil professeur d'école, devient un petit peu, on va dire, déjanté. Puis il se passe un certain nombre de choses, des événements traumatiques, si on veut, dans le film, qui l'affectent au plus haut. Quand j'ai regardé le film, je l'ai posé vers le milieu à un moment donné. Puis au moment où je l'ai posé, je me suis dit, ouais, c'est cool comme film, mais il manque un petit peu cette dimension psychologique. Ça a été cool qu'il utilise la métaphore de l'insecte pour faire autre chose que insecte de feu terrorise l'Amérique, détruit l'Amérique. Puis je m'attendais à ce que ça prenne les directions
générale, soit la version The Birds ou Night of the Living Dead, Giant Spider Invasion, ce genre de film là, qui est très 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 fréquent, où le monstre attaque et la destruction augmente de plus en plus, puis finalement nos héros se ramassent enfermés dans un bunker ou une ferme ou une maison avec les planches, etc. Donc, soit ça prend cette direction-là, où l'armée est impliquée, puis à la fin, c'est l'armée qui sauve le monde. C'est l'homme est un loup pour l'homme, ou l'armée sauve le monde. C'est souvent les deux directions que ça va tendance à prendre. Mais ici, quand j'ai redémarré le film après une petite pause, à ce moment-là, le film prend cette direction où le personnage se trouve à être de plus en plus obsédé, refermé sur lui-même, puis il se produit quelque chose avec les insectes que je ne vous raconterai pas, mais les insectes se mettent à évoluer essentiellement. Puis ils deviennent de plus en plus intelligents. Puis quand j'ai parlé du côté phase 4, on a clairement ça ici, là-dedans. C'est pas mal plus intelligent dans phase 4, c'est mieux réalisé, c'est plus fin. Là. Il y a un revirement de ce genre-là dans phase 4 qui est vraiment bouleversant. Là. Dans les 3 meilleurs revirements que j'ai vus de ma vie, avec celui dans Usual Suspects, puis le 3e, je ne sais pas c'est lequel. Là. Celui dans l'Empire contre-attaque. Okay. Les 3 meilleurs revirements que j'ai vus dans ma vie, Usual Suspects, l'Empire contre-attaque, puis celui dans phase 4. Ici, c'est pas à ce niveau-là, mais c'est un peu comparable en vérité. Puis, fait que c'est pas juste le niveau phase 4, le niveau visuel, c'est le côté de la direction que ça prend avec cette race d'insectes intelligents dont on découvre au fur et à mesure l'intelligence, puis la relation donc qui va s'établir avec le personnage principal. Plus le film avance, plus les insectes deviennent plus intelligents, plus puissants, etc. Eux, ils évoluent, puis au fur et à mesure que eux évoluent, ben, notre personnage principal, il dévolue en quelque sorte. Puis ça prend une série de revirements catastrophiques qui sont pas sans faire penser un petit peu aussi à Candyman, là, que j'ai pas vu depuis très 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 longtemps, mais le premier Candyman, qui est un film d'horreur, c'est pas science-fiction, mais Candyman c'est excellent, vraiment excellent, là, avec le très regretté Tony Todd, qui lui aussi est toujours très très bon. Dans Candyman, il y a l'idée, donc c'est ça que l'héroïne, plus le film avance, plus il lui arrive des trucs dont il est impossible qu'elle sorte en vérité, puis on se demande comment elle va bien pouvoir s'en sortir, puis vous écouterez le film, puis vous jugerez par vous-même. Mais il y a une progression comme ça, une genre de descente aux enfers. Puis il y a quelque chose de comparable en bug, puis c'est très bien fait en vérité. Là. Puis j'ai trouvé qu'émotivement, ça fonctionnait aussi. Ça fait que quand on prend tout ça ensemble, c'est ça, on a un film qui psychologiquement, visuellement, artistiquement, nous laisse promettre dans la bande-annonce un gros film de ciné-parc niaiseux, de bébête niaiseuse, une copie de copie de copie, etc. Puis finalement, nous livre quelque chose qui est ça. Okay, ça demeure ça, ça demeure à colère et film d'insectes, des explosions, puis des filles qui courent avec la tête en feu. Là, je veux dire, c'est ça que c'est. Là. Puis c'est un film commercial, grossièrement commercial, probablement en même temps, mais c'est aussi un film qui essaie et qui réussit à transcender cette limite-là, qui essaie quand même de nous livrer une œuvre d'art. Puis je pense que c'est ça la dimension, en quelque part, qui s'est perdue. Ouais, puis des bons films aujourd'hui, il y en a encore. Là. Le cinéma comme forme artistique n'est pas mort du tout. J'oublie le titre, mais le film avec Demi Moore, je ne l'ai toujours pas vu, mais on dit qu'il est vraiment excellent. Je le crois, là. Il y en a des films encore aujourd'hui, les films de Denis Villeneuve, peu importe. Il y en a des tonnes de films très très bons qui sont faits aujourd'hui. Mais on est aussi dans une ère, si vous voulez, du cinéma où depuis plusieurs décennies, depuis les années 90 à peu près, non seulement le succès justement des films de la Guerre des Étoiles, mais les leçons qu'en ont tiré Disney, en particulier, parce que c'est un peu eux qui ouvrent le bal, ben, c'est quoi les leçons qu'ils ont tirées de ça? C'est la fameuse standardisation du Hero's Journey, avec la structure en 3 actes, l'appel de l'aventure, le refus de l'aventure, le mentor, etc., le compagnon, le ci, le ça. Puis ça s'accompagne, je pense qu'on peut dire, il faudra aller voir à quel point il y en avait dans les années 70, mais ça s'accompagne, je pense qu'on peut dire, d'une augmentation du phénomène des focus group, où on va présenter un film à un public témoin essentiellement, qui va nous donner des petites cartes, qui nous dit « Oui, j'ai pas du tout aimé la scène où est-ce que la fille se transforme en pieuvre ou peu importe. »
Quoique, évidemment, si vous me montrez un film où la fille se transforme en pieuvre, moi, je suis partant. Il s'est produit quelque chose où l'industrie du cinéma américain a tenté d'éliminer le risque de la production artistique, de créer un produit le plus susceptible de vendre, le plus sécuritaire comme investissement possible. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Les films ont commencé à avoir, malgré leurs différences, un peu toute la même saveur en quelque part. On reconnaît les genres de manœuvres, etc., puis les ressorts qui sont employés. Il y a quelque chose du risque, si on veut, là, de la sensation de découverte qui s'est perdue. Bien souvent. Tout est plus professionnel, mais il manque quelque chose. Puis qu'est-ce que c'est ce quelque chose-là? Ben, je pense que c'est ça. C'est basé sur un roman, puis là, je finis là-dessus. C'est basé sur un roman cheapo, bon marché. Je pense pas que le gars visait le prix Nobel de littérature quand il a écrit ça. Bon, c'est un roman hyper commercial, puis c'est un film hyper commercial qui n'a pas vraiment d'aspiration beaucoup plus que commercial. Il vise en quelque part une sorte de dénominateur commun, mais en même temps, il aspire à plus que ça. Puis une des manières qu'il essaie de vendre son produit, d'attirer les gens, c'est précisément en leur montrant quelque chose qu'ils n'ont jamais vu avant, en leur montrer quelque chose d'original. Puis quelque chose qui me semble à moi qui vient de pas de la partie qui est susceptible de produire un produit sécuritaire et efficace, okay? Mais pas quelque chose de rationnel, mais quelque chose qui vient de la part irrationnelle, quelque chose qui vient de la partie non sécuritaire de notre psyché, là, qui vient directement des muses, en quelque part, qui vient de la partie qui n'est pas standardisable. Okay? Puis je pense que c'est ça qui s'est perdu. Je pense que c'est quelque chose qu'on observe là-dedans. Puis on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais je pense que certainement dans le cas de Bug, ça donne un produit baroque, parfois maladroit, assez grossier dans les ficelles qui tirent par moment, mais en même temps avec énormément d'étonnantes prises de position artistique, puis qui réussit finalement par un mélange de maladresse puis de prise de risque à s'élever au-dessus de son côté un peu racoleur, puis à produire une œuvre vraiment, étonnamment artistique, malgré, encore une fois, son côté très, très, très grand public. C'est ça, cinéma de 5 heures. Donc, pourquoi c'est bon, Bug de 1975? Parce que ça vient d'une époque avant la standardisation de la culture, essentiellement. Ça vient d'une époque où même un objet racoleur et grand public avait quand même un côté baroque, un côté personnel, un côté, là, une pépite difforme. Puis c'est ça, c'est une excellente pépite difforme.